Il n'y a pas vraiment de très bonne définition de la vie. Quelle est la différence entre quelque chose qui est vivant et quelque chose qui ne l'est pas? Vous pensez peut-être que c'est une question assez simple à répondre, mais en fait, ce n'est pas si facile d'y répondre. Il faut le dire, je ne suis en aucun cas la première personne à avoir réfléchi à cette question. Et si vous cherchez sur Wikipédia ou dans un dictionnaire, vous obtenez souvent des réponses assez complexes. Et je voulais essayer de répondre à ce que je pense être l'une des questions clés de la biologie. Et la façon dont je l'ai abordée a été explorée par 5 grandes idées de la biologie. Les voici. En 2001, le généticien et biologiste cellulaire Paul Nurse a obtenu le prix Nobel de physiologie ou médecine. Aujourd'hui, nous nous inspirons de ses travaux pour tenter de répondre à une question que nous nous posons tous. Qu'est-ce que la vie? Pour répondre à cette question, commençons par découvrir ce qu'est une cellule. Cette petite unité est à la fois l'entité la plus simple et la plus fascinante, car elle exprime le principe même de la vie. Une cellule peut agir seule, se diviser et se multiplier. Tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Ce qui est fascinant, c'est que ces cellules peuvent fonctionner individuellement ou se regrouper pour former des structures plus complexes. Les bactéries, les insectes, les plantes, les animaux, et même nous, sommes faits de cellules. Ces dernières s'assemblent pour créer des formes de plus en plus élaborées, un peu comme des Legos qui bâtissent la vie. Dans ses recherches, Paul Nurse a découvert un lien incroyable entre les cellules de levure et celles des humains. Dans son laboratoire, il a trouvé un gène chez l'humain qui est similaire à un gène de la levure et qui contrôle la division des cellules. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce gène humain pouvait remplacer le gène de la levure défectueux et contrôler sa reproduction de manière tout aussi efficace. Cela montre que le mécanisme qui régule la division cellulaire est extrêmement ancien, remontant à une période où la levure et les humains ont divergé, il y a environ 1 à 1,5 milliard d'années. Cela signifie que tous les organismes vivants, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou de champignons, partagent ce même mécanisme de base pour la division cellulaire. Ce type de découverte nous aide à comprendre que, malgré la diversité apparente de la vie sur Terre, les processus fondamentaux qui soutiennent la vie sont profondément universels. Pendant de nombreuses années, scientifiques et penseurs se sont penchés sur la génétique pour comprendre comment les caractéristiques se transmettent de génération en génération. C'est ainsi qu'ils ont découvert le gène, une séquence d'ADN contenue dans une seule cellule, qui agit comme un code génétique déterminant les traits héréditaires. Ils ont alors cru que cet ADN était figé, incapable d'être modifié au cours de la vie d'un individu. Beaucoup ont longtemps pensé que les maladies ou les problèmes génétiques étaient une fatalité, un destin inévitable inscrit dans notre code. Cependant, les recherches ont depuis beaucoup évolué. Elles ont montré que ce que nous appelons l'hérédité génétique est en fait une transmission d'informations qui structure l'ADN, mais qui n'est pas gravée dans le marbre. L'ADN, autrefois perçu comme un code figé qui définirait un individu de A à Z, sa taille, sa force, ses capacités et même sa résistance aux maladies, n'est pas aussi rigide. Ces avancées ont donné naissance à l'épigénétique. L'épigénétique nous explique que l'ADN ne fonctionne pas comme un simple code immuable. En réalité, l'expression des gènes est influencée par des facteurs extérieurs et intérieurs, tels que nos pensées, nos croyances et nos émotions. Nous pouvons donc consciemment modifier notre expression génétique. Imaginez l'ADN comme une combinaison infinie de possibilités. À la naissance, nous héritons d'une combinaison particulière. Mais cette combinaison peut changer. En ajustant nos pensées et nos émotions, nous influençons nos gènes, et par extension, notre santé, nos aptitudes et notre être tout entier. En somme, l'hérédité génétique est plus un héritage d'état de conscience, et chacun de nous a le pouvoir de le modifier à travers un travail conscient sur soi-même. Durant de nombreux siècles, nombreux sont les penseurs ayant cherché à comprendre le processus d'évolution de la vie. La plus popularisée en Occident fut la théorie de Darwin sur la sélection naturelle. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses recherches viennent approfondir cette théorie. La théorie de Darwin sur la sélection naturelle expliquait qu'à la naissance, suite à une reproduction,
Une espèce pouvait naître avec une mutation génétique due au hasard, et que cette mutation génétique, si elle était bénéfique à sa survie, aurait davantage de chances d'être transmise de génération en génération, permettant de perpétuer ce gène. Par exemple, selon cette théorie, si une gazelle naissait avec des cornes plus longues et que cela augmentait ses chances de survie, alors elle aurait davantage de chances de se reproduire et de survivre, et ainsi de perpétuer ce gène. Cependant, aujourd'hui, nous savons que le hasard ou la chance ne sont qu'un nom donné à une loi méconnue. En réalité, le processus d'évolution n'est pas une question de hasard, mais d'état de conscience. En 1909, le naturaliste Jean-Baptiste Lamarck a popularisé le lamarckisme, une théorie de l'évolution en accord avec les connaissances actuelles sur l'épigénétique. Selon le lamarckisme, il était question de la loi de l'usage ou du non-usage, et non de hasard génétique. Pour Lamarck, l'usage intensif ou délaissé d'un organe chez un animal en développement modifierait cet organe, modification qui pourrait dans certains cas être transmise à la descendance. Ainsi, les girafes allongeraient leur cou en cherchant systématiquement à atteindre les branchages hauts, procréant ainsi progressivement des descendants au cou de plus en plus longs et puissants, ce qui, au fil des générations, fait apparaître ce caractère actuel. C'est alors un mécanisme intentionnel. La girafe a l'intention de manger, et l'usage intensif est censé produire cela pour permettre ce but. De manière plus approfondie, voici comment cela se traduit au niveau des gènes de l'individu. Nous savons aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que les pensées et les émotions sont les informations primaires transmises à nos cellules. Ainsi, lorsqu'un individu modifie ses pensées et ses émotions, il engendre de nouvelles habitudes, modifie ses schémas neuronaux et envoie des informations différentes aux cellules de son corps. De ce fait, les nouvelles informations modifient l'expression génétique du gène contenu dans l'ADN en fonction du nouvel état d'être de l'individu, afin d'adapter son corps en conséquence. Le corps s'adapte à l'esprit qui l'habite. Ainsi, les nouvelles cellules qui se formeront le feront en accord avec ce nouveau but, créant ainsi ces modifications génétiques, ces nouvelles formes adaptées par les cellules pour créer une nouvelle structure, un corps mieux adapté à ce nouvel état d'esprit. C'est ainsi qu'à plus grande échelle, des modifications génétiques apparaissent, comme le cou plus long de la girafe. Pour conclure de manière très simple, le nouveau but fixé dans l'esprit de la girafe, qui fut d'atteindre des branches plus hautes, a transmis cette nouvelle information à ses cellules, afin que celles-ci se reproduisent pour former une nouvelle structure, répondant à ce nouveau besoin intérieur. La chimie est sans aucun doute une des parties les plus intéressantes de ce sujet, car c'est ici qu'on comprend le lien entre l'esprit et la matière. Tout est constitué d'atomes et de molécules, et plus précisément, d'énergie. La science sait aujourd'hui que les particules de matière qui constituent les atomes sont de l'énergie structurée. Pour faire très simple, un atome est cette petite brique élémentaire à l'origine de tout. Elle est la plus petite composante de la matière, à partir de laquelle se forment des molécules, puis ensuite des cellules, jusqu'à former un corps dans son intégralité. Ainsi, en étudiant les atomes, les physiciens se sont rendus compte qu'ils étaient constitués d'un noyau central et d'électrons gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Mais en approfondissant leurs recherches, ils ont découvert que le noyau central de l'atome, tout comme les électrons gravitant autour, ne sont constitués que de grilles d'énergies oscillantes. Cela signifie que ce qu'on appelle de la matière est en réalité un état de l'énergie. Pour la comparaison, de l'eau solide est un état de l'eau. De même, la matière est un état de l'énergie. Nous comprenons aujourd'hui que si les atomes qui composent nos cellules sont de l'énergie, alors nos cellules le sont aussi, puisque ce qui est en bas compose ce qui est en haut. Ainsi, comprenons scientifiquement que notre corps, notre cerveau, notre conscience, ainsi que tout l'univers qui nous entoure, sont de l'énergie. Maintenant, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsqu'on comprend cela, on saisit pleinement la phrase de Lavoisier lorsqu'il a affirmé « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La vie elle-même est un processus d'évolution constant, et ce qu'on appelle la mort n'est qu'un changement d'état de l'énergie, et donc, encore une fois, pas une fatalité. Une espèce connue de méduses, nommée Turritopsis dohrnii, est d'ailleurs capable de régénérer ses cellules
en inversant son cycle de vie. Ainsi, cette espèce s'est adaptée pour devenir quasiment immortelle. Elle s'auto-régénère, et elle n'a pas eu besoin d'outils technologiques pour le faire. Elle l'a fait par elle-même, par l'esprit. L'esprit est ce qui guide tout ce processus qu'est la vie, vers un but précis. Ainsi, c'est en modifiant le but de l'esprit que nous faisons suivre toute la chimie de notre corps dans cette même direction. Le corps est le véhicule d'expression de l'esprit. Lorsque l'esprit change, la chimie du corps s'adapte en conséquence, car cela modifie les informations envoyées aux atomes, influençant ainsi leur manière de s'assembler pour former de nouvelles molécules et cellules. L'information est sans aucun doute la partie la plus importante de tout ce processus, car la vie agit à travers l'information qu'elle reçoit. Revenons à la chimie. Nous avons vu précédemment, dans le cas de la girafe, que son intention d'atteindre des branches plus hautes est ce qui a donné l'information aux cellules de s'adapter à ce nouveau besoin. Nous comprenons ici que la force de la vie agit à travers l'esprit pour adapter la forme de son corps en conséquence. L'esprit est ce qui guide l'évolution. C'est l'information mère qui oriente tout ce processus vers un but précis. L'esprit, tout comme la cellule ou l'atome, est une unité, mais l'unité centrale de tout ce processus qu'est la vie. Nous avons vu au niveau subatomique que tout est énergie. Tout est unifié par un même champ d'énergie, et ce champ d'énergie est l'esprit universel. C'est la somme totale du visible et de l'invisible qui emplit l'espace infini. On peut appeler cela le grand tout. Les anciens Égyptiens avaient coutume de dire que tout est esprit, et nous comprenons aujourd'hui que c'est scientifiquement le cas. L'esprit est ce qui guide tout ce processus d'évolution vers un but universel. Ainsi, comme l'affirme Paul Nurse, je cite, « Les êtres vivants peuvent acquérir un but pour s'améliorer. Et c'est tout l'objectif de la vie. » Nous avons vu que, du plus simple organisme qu'est la cellule à l'être humain, tout n'est en fait qu'un assemblage de cellules. C'est seulement leur arrangement qui varie, en fonction de l'état d'esprit qui le sous-tend. Nous comprenons que tout est esprit. Les plantes ont un esprit, et c'est cet esprit qui détermine les caractéristiques de leurs cellules, leur organisation et leur forme dans son ensemble. Il en est de même pour les insectes, les animaux et les êtres humains. Cependant, nous comprenons que l'homme est la forme la plus complexe à l'état matériel, ce qui signifie que l'homme correspond au plus haut degré d'expression de la conscience. Les maîtres de sagesse de l'Extrême-Orient ont coutume de dire que l'homme représente l'universalité individualisée. Cela signifie que, tout comme le gland contient en lui le potentiel de devenir un grand chêne, l'homme possède en lui le potentiel d'exprimer le Christ à travers lui, c'est-à-dire la plus parfaite expression de l'homme. En Extrême-Orient, les maîtres affirment que la vie a pour but de purifier la nature et l'esprit de l'homme jusqu'à ce qu'il en devienne l'expression la plus pleine et parfaite. Et cela se fait encore une fois par l'esprit. L'homme projette l'idéal de devenir l'esprit universel parfait. En s'unissant à cet esprit, il réalise cet idéal et l'exprime pleinement à travers son corps. Il a modifié par l'esprit le processus d'évolution vers lequel la vie agit. En réorientant son but vers la pleine et parfaite expression de lui-même, l'homme devient ainsi cette parfaite expression de lui-même. Comme le disent les maîtres de sagesse, c'est ainsi que l'homme retrouve ses pleines capacités. Un esprit illimité exprime un corps illimité. Tout le processus qu'est la vie nous montre qu'il s'agit d'un vaste univers dans lequel nous sommes tous unis vers un objectif commun. D'où le terme « univers ». Le but universel de la vie est d'exprimer la forme la plus parfaite, le plus haut degré de l'esprit, la perfection. Ce processus, depuis les formes les plus simples comme la cellule jusqu'aux structures complexes comme l'être humain, vise à manifester cette perfection. Au-delà des apparences et du sentiment de séparation, nous sommes tous unis dans cette même quête, évoluer vers la plus parfaite expression de nous-mêmes.